BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bien, un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 19h31 dans ce jeudi 6 novembre 2025. Très heureux de vous retrouver, bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Est-ce que vous savez que chaque soir, BFM Business vous propose 90 minutes de tech ? Eh bien malin, vous le savez. 19h30, 21h, on est en direct à la radio, à la télé, puis après bien sûr les replays et les podcasts qui vous attendent. Et pour cette dernière de la semaine, au programme de ce Tech & Co, la quotidienne, eh bien on va s'intéresser à la puissance chinoise en matière d'IA. C'est pas les Chinois qui le disent, c'est carrément Jensen Huang qui dit que la Chine pourrait être le premier pays qui pourrait développer une IA hyper puissante, même plus fort encore que les États-Unis. On parlera aussi d'Elon Musk qui promet, vous savez quoi, dans les mois qui viennent, une voiture volante. Est-ce que c'est du délire ou est-ce que c'est techniquement possible ? Là aussi, on se posera la question. Et puis notre rendez-vous tient sur le futur de l'optique avec Essilor tout à l'heure. L'IA qui transforme la manière dont sont fabriqués les verres, notamment pour tous ceux qui sont presbytes. Et vous allez voir que Essilor travaille sur une fonctionnalité de jumeaux numériques pour améliorer justement la qualité de l'optique des verres lorsque il faut corriger la presbytie qui arrive à tout le monde à partir de, allez, on va dire quoi, 40-50 ans. On en parlera tout à l'heure. Merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et qui est presbyte sur ce plateau ? Tiens, c'est la question que je vais poser tout de suite. Non, peut-être pas, parce que finalement, ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas. Salut Thomas Serval. Bonjour. Qui n'a pas de lunettes. Donc, pas encore. Ben voilà, pas encore. Bravo. Thomas Serval, qui est PDG de Barracoda, fin connaisseur de l'écosystème tech. Tu es un spécialiste de tout ce qui touche à la e-santé. Et tu viens de temps en temps bien nous voir dans Tech & Co. C'est toujours un plaisir que de te recevoir. À tes côtés, Didier Sens est là. Salut Didier. Hello. Journaliste tech, bien sûr, qui... aussi, c'est ton nouveau métier, on l'explique, parce que c'est un métier qui est pas évident. Hein. Tu es là pour aussi apprendre à la manière dont les porte-paroles des boîtes doivent communiquer. C'est ça ton job ? Oui, je les accompagne pour les mettre à l'aise quand ils sont face à des journalistes. Et oui, parce que des fois, on les... Voilà, savoir bien répondre aux questions qui fâchent et exposer le point de vue de l'entreprise. Bon, il y a beaucoup de choses qui et c'est intéressant comme métier. Alors, c'est une manière de faire du journalisme. Oui. Dans les coulisses, on va dire. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le média training dans notre jargon. Et nous avons aussi ce soir Jérôme Marin sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Fondateur de cafetech.com, la newsletter. Pourquoi j'ai .com sur mon papier ? Je sais pas, mais... Juju, attention. Donc cafetech.fr, et je vous invite à vous abonner comme à chaque fois à la newsletter de cafetech.fr pour avoir tous les jours un petit condensé de l'actualité tech du jour. Pour commencer donc, messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur cette déclaration de Jensen Huang. C'est pas n'importe qui, le patron d'NVIDIA, première boîte et première capitalisation boursière au monde. On en est à quoi, 5 000 milliards, non, pour NVIDIA, c'est ça ? Ils sont peut-être repassés dessous, là, ces derniers jours. 4 009, c'est ça. Enfin, c'est quand même, c'est monstrueux. Jensen Huang, qui, évidemment, c'est la baraka hein, pour NVIDIA. Mais malgré tout, il y a des petits points de friction, notamment la Chine, parce que, eh bien, le gouvernement américain, rappelons que NVIDIA est une boîte américaine, hein, et le gouvernement américain, et notamment Donald Trump, interdit à Jensen Huang, donc à NVIDIA, de vendre des puces en Chine. Et ça énerve passablement Jensen Huang, qui dit que finalement tout cela va peut-être jouer en défaveur des États-Unis, parce que, eh bien voilà, en gardant nos puces pour nous, c'est pas forcément la bonne solution. Alors, est-ce que c'est une stratégie que Jensen Huang est en train de mettre en place de communication pour justement faire changer d'avis le président américain ? En tous les cas, ce qu'il dit, et c'est assez intéressant, c'est que dans la guerre que se font aujourd'hui tous les pays du monde, la Chine pourrait la remporter, cette guerre de l'IA. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il dit ça simplement pour communiquer, pour faire peur, ou est-ce que c'est la vérité ?
Tiens. C'est une évidence. Hein. Je dirais, ils se contentent de constater ce qui se passe depuis quelques années, c'est que toutes les sanctions qui ont été adoptées contre la Chine, hein, je ne parle pas seulement des droits de douane, mais il y a eu les interdictions d'exportation, d'importation, il y a eu les affaires avec Huawei, etc. Tout ça, au lieu de... Je veux dire, la Chine, le problème, c'est que les Américains ont tendance à voir la Chine comme un pays du tiers-monde, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est une grande puissance économique et technologique. Et plus ces sanctions sont adoptées contre la Chine, plus la Chine se débrouille pour trouver ses solutions par elle-même. Et on en arrive aujourd'hui à un point où ils sont au moins au niveau technologique, si ce n'est meilleur par endroit. Ils ont des puces quantiques qui sont, paraît-il, absolument incroyables, qui font que, au fur et à mesure, leur progression devient de plus en plus exponentielle. Et ça, que Nvidia intervienne ou pas, ça ne changera rien. Thomas. D'abord, c'est pas Trump qui a bloqué les puces, c'est Biden qui a bloqué les exportations de puces. Donc, mais enfin, Trump n'aide pas. Trump n'aide pas, mais c'est une politique américaine, c'est pas une politique parce que Trump fait n'importe quoi, en tout cas à grande échelle. Donc, par contre, si on regarde la recette de l'IA, c'est toujours 3 choses. Hein. C'est des algorithmes, et des puces et des data. La Chine a le plus de data et d'algorithmes. Pourquoi ? Parce que plus de data, parce que ils ont des milliards de personnes et pas véritablement les mêmes lois qui protègent notamment sur les images. Donc ils ont beaucoup plus de bonnes données parce qu'ils ont accès à plein de données. Ouais, c'est ça. Donc ça, ils sont déjà devant les Américains, devant tout le monde. Oui, parce que la CNIL en Chine, c'est pas super puissant, quoi. Après, des algorithmes, ils étaient en retard au départ. Le mouvement de l'open source, plus des efforts de R&D massifs depuis 10 ans, font qu'ils sont, et il n'y a qu'à regarder le nom des signataires des papiers de recherche en IA. Il y en a plus de la moitié qui sont chinois, et chinois d'origine, chinois formés aux États-Unis. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui toute l'équipe de Meta qui l'achète à des prix d'or, qui sont d'origine chinoise ou quasiment chinoise de première génération. Donc, ils ont les algorithmes, et ils les ont d'autant plus, et c'est par rapport aux puces, qu'on se rend compte que ce qui s'est envolé avec l'IA générative est très inefficace algorithmiquement. Et forcé, pour des raisons de restriction douanière, les ingénieurs à trouver des solutions d'efficacité énergétique, d'efficacité computationnelle, la Chine n'a pas eu le choix. Et donc, en fait, ils ont beaucoup plus investi que les Américains qui sont allés avec la grosse Bertha, un peu comme les voitures. Les Américains, ils avaient des voitures qui consommaient 4 fois plus que les voitures européennes parce que le pétrole était abondant et pas cher. Là, on a forcé les Chinois à faire des algorithmes plus efficaces. C'est ça qui a donné DeepSeek. Et donc, quelque part, en fait, on a fabriqué les conditions nécessaires et la Chine a rajouté ce qu'il fallait pour être déjà aujourd'hui, de mon point de vue, les leaders dans beaucoup de domaines de l'IA, pas tous. En génératif, on est encore un tout petit peu devant avec OpenAI et ça, mais dans beaucoup d'autres domaines qui sont moins visibles parce que moins populaires, mais sur la vision, etc., les Chinois sont bien devant. L'IA et la santé qui est un monde de la robotique, ils sont déjà les voitures autonomes. On en parlera tout à l'heure, c'est dingue. Enfin, ils font des choses. En tout cas, ils compitent avec les États-Unis et ils ont largement dépassé l'Europe. Quand Jensen Huang, qui rappelons-le est taïwano-américain, hein, c'est important de le signaler quand même, quand il dit la Chine a de bonnes chances de gagner la guerre de l'IA. Elle a déjà gagné la guerre de l'IA. Elle a déjà gagné, à votre avis. Attendez, Jérôme n'est pas d'accord. Absolument. Alors après, il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord, mais globalement, non, la Chine n'a pas du tout gagné la guerre de l'IA. Sur l'IA générative, qui intéresse Jensen Huang quand il parle de ça, c'est pas vrai. Tu parles de DeepSeek, c'est très bien DeepSeek, sauf que DeepSeek, le dernier modèle de DeepSeek, il n'est pas ressorti. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accès aux puces. Parce qu'on parle des algorithmes. Alors oui, très bien, comme ils n'ont pas eu accès aux puces d'NVIDIA, ils ont dû trouver des nouvelles méthodes d'entraîner pour entraîner de manière plus efficace les modèles. Alors, je crois qu'ils ont accès aux puces Nvidia, mais pas pas celles de dernière génération. En fait, ils sont toujours rétrogradés. Non, alors maintenant, non, plus maintenant, parce qu'en fait, aujourd'hui, les puces, alors sans rentrer dans les détails, mais petit à petit, depuis que Donald Trump est arrivé, la barrière baisse en fait. Donc c'est un seuil de puissance qui fait que baisser. Et aujourd'hui, les H20 qui étaient les puces auxquelles ils avaient accès, elles ne peuvent plus être exportées en Chine. De toute façon, la Chine n'en veut plus. La Chine a dit, il a interdit la Chine d'exporter ses H20. Et aujourd'hui, les seuls processeurs d'NVIDIA qui sont exportés en Chine, c'est des processeurs qui à la base sont des puces, des cartes graphiques pour les jeux vidéo, qui sont un peu repackagés pour l'IA. Et la Chine n'en veut pas non plus. Mais juste pour revenir, pourquoi moi je pense pas que la Chine elle est pas en tête, et je pense pas qu'elle le sera très prochainement. Parce que donc les puces, aujourd'hui, on a qui fait des puces en Chine, c'est Huawei. Huawei, ils ont une gamme qui s'appelle Ascend. Il n'y a pas que. Hein. C'est eux qui sont les plus avancés sur ça. Elles sont très très loin de ce que fait aujourd'hui du Nvidia.
elles ont entre 1 ou 2 générations de retard, plus 2 qu'une. Donc elles sont quand même assez en retard. Il y a le problème de comment on les fabrique, ces puces. Parce que pour fabriquer des puces, aujourd'hui, les plus avancées, il faut des machines qui s'appellent EUV, qui sont des machines qui sont développées par ASML. Et rappelons qu'ASML a l'interdiction de vendre... Et ASML ne peut pas exporter. Le gouvernement néerlandais empêche ASML d'exporter ces machines. Donc aujourd'hui, pour fabriquer ces puces, alors il y a soit on trafique un peu, on récupère des puces illégalement de Taïwan, comme ça a été le cas, ça a déjà été prouvé, soit ce que fait SMIC, qui est donc le grand fondeur chinois, il repackage un peu des anciennes machines pour les pimper, mais ça suffit pas en fait. Et donc moi je pense que ce que dit Jensen Huang, c'est comme quand il va dans tous les pays qui disent oui, il faut que le cloud soit souverain, il faut que vous dépensiez de l'argent pour acheter des puces d'NVIDIA. En fait, il fait ça parce qu'il veut que les États-Unis lèvent leurs restrictions et il veut vendre ses puces. Et je finirai juste par un truc. Je pense que ces déclarations elles sont totalement paradoxales parce que d'un côté il nous dit oui, il faut laisser les États-Unis, il faut me laisser moi, Jensen Huang et NVIDIA vendre mes puces en Chine, et de l'autre côté, il dit oui, mais attention, la Chine, ils sont super forts. S'ils sont super forts, la Chine, pourquoi on leur vendrait leurs puces pour qu'ils soient encore plus forts? Donc ça, je pense que c'est un vrai paradoxe dans son discours. Mais il n'a pas un discours politique du tout. Enfin, il est un discours commercial. Oui, bien sûr, mais il a un discours totalement. Le fait qu'ils disent que la Chine est en avance, c'est pas, c'est une constatation, mais ça n'est pas un frein. Il dit pas qu'elle est en avance, parce qu'après, il a reparlé aujourd'hui, il a même fait un communiqué de presse, que Nvidia a fait un communiqué de presse aujourd'hui, où il dit que la Chine est derrière les États-Unis. Oui, alors il dit elle est quelques nanosecondes derrière les États-Unis. En fait, non, mais ce qu'il dit aussi, excusez-moi, mais il dit que c'est pourquoi il veut que Trump libère en fait les puces Nvidia en Chine, parce qu'il dit je préfère que la Chine avance à la même vitesse que les États-Unis avec des puces donc Nvidia, mais ça sera une technologie américaine. Et en fait, je crois que derrière tout ça, il y a aussi une question de souveraineté finalement, en se disant si les Chinois adoptent notre technologie, finalement on a un ascendant sur eux. Ouais, mais moi je pense pas que lui la souveraineté ça l'intéresse. Lui ce qui l'intéresse c'est combien il vend de puces. Business, bien sûr. Donc lui il voit que la Chine c'était 20% de son business il y a 3 ans, aujourd'hui c'est 0% sur les puces d'IA. Eh ben il dit c'est quoi ce bazar? Donc que la Chine achète des puces Nvidia. Il dit aussi que ça permettrait d'attirer des développeurs chinois qui aujourd'hui ne peuvent pas venir. Donc en fait il aimerait que les tensions s'apaisent. Mais bon, ça c'est dans un... Je pense qu'on est en train de mélanger 2 sujets. Il y a est-ce que la Chine est devant ou pas dans le domaine de l'IA? Et encore une fois, je n'ai pas parlé que des LLM, je parle de l'IA. Et l'IA, c'est pas que les LLM, même si c'est ce qui est... Jensen Huang dit l'IA d'une manière générale. Oui, après... mais il parle de l'IA pour vendre ses puces qui servent à faire du LLM. Donc, ça c'est un détail. Mais à la question, est-ce que la Chine est devant dans le domaine de l'IA? Il y a un certain nombre de verticaux dans lesquels il est devant. Par la combinaison des algorithmes. Je suis d'accord. Et en fait, c'est encore une fois, aujourd'hui, on a un discours drivé par les Américains qui essaie d'expliquer que pour être bon en IA, il faut être bon en puissance de calcul, il faut être bon avec des gros data centers. C'est pas vrai. Voilà. Il faut être avec cette analyse. Il faut arrêter. Et l'Europe se prend dans ce piège à la con. C'est pas vrai. Pour être bon en IA, il faut avoir un problème. Donc, pour en IA générative, il faut entraîner. Mais on se rend compte que même si on n'est pas le premier à entraîner, avec tout ce qui va être replicated learning et apprentissage sur d'autres systèmes, et une fois que OpenAI a entraîné son système, on peut entraîner le sien sur OpenAI et ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, quelque part, tout ce qui va être lié à la réplication et à l'apprentissage de la génération d'après, mais c'est pas très grave parce qu'en fait c'est l'usage qui fait que l'IA. Oui, mais si et les algorithmes, juste pour aller jusqu'au bout, les algorithmes, les chercheurs chinois sont à la pointe de la technologie. Donc, je pense que l'arrogance occidentale, parce qu'ils le voient comme ça aujourd'hui, c'est pas les Américains, c'est ça. L'arrogance occidentale, disant on est les meilleurs dans les puces, on est les meilleurs dans les data centers, etc. Donc on est les meilleurs dans l'IA, c'est pas vrai. Et en tout cas, il faut qu'on arrête de penser que c'est le cas, parce qu'en plus, on n'adresse pas les vrais problèmes de rattrapage et de spécialisation des IA sur la souveraineté, etc. Enfin, en tout cas, moi, qui ai passé pas mal de temps, et on a beaucoup de partenaires chinois avec lesquels on travaille, la logique et la demande du gouvernement chinois, c'est de la jouer low profile. Donc, quand les IA des Chinois sur les voitures autonomes, etc., elles marchent, vous n'en entendrez pas parler. Le gouvernement chinois n'a pas du tout envie de faire peur aux gens et de montrer son avance. Donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'information sur les avancées de l'IA en Chine, elles ne sont pas librement diffusées. En tout cas, elles sont très discrètes. Très peu communiquées. Et donc de l'autre côté, on a les Américains comme lui qui est un peu transnational, parce qu'il a la double culture. Bien sûr. Qui dit quelque chose qui me semble évident. Et effectivement, il y a cette logique d'aujourd'hui d'être obsédé par la taille des data centers, mais qui est plutôt plus une bulle
que autre chose et dont on va payer le prix bientôt. On en parlera tout à l'heure, c'est peut-être OpenAI qui va en payer le prix. On arrête là-dessus, on passe à un autre sujet, tiens, puisqu'on est dans l'IA, restons-y, avec cette avancée signée Google. Google, vous le savez, met du Gemini un peu partout, c'est normal. On murmure même que le prochain Siri pourrait être boosté par Gemini, en fait, parce que Apple a tellement de retard, n'a pas le temps de créer son propre large language model, ferait appel donc à Gemini, un Gemini, on va dire en silo, complètement déconnecté de chez Google, et qui permettrait en fait d'avoir un Siri un peu plus intelligent, ce qui ne serait pas très compliqué, qu'il soit un petit peu plus intelligent. Bref, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit toute la suite de produits Google, il y en a un qui eh bien, va être maintenant à la sauce Gemini, c'est Google Maps. Et c'est dingue parce que j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que en lisant cette actu, j'ai l'impression que Google est en train de révolutionner le GPS et la manière dont on va dialoguer avec son GPS. Quand vous voyez que là, en lisant l'article, la question qu'on va pouvoir poser, alors ça arrive aux États-Unis, là bientôt, sur iOS et Android. Avec le DMA, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que cette technologie, cette innovation va être freinée ? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais la question qu'on pourra poser à son téléphone, y a-t-il un restaurant abordable avec des options végétaliennes sur mon itinéraire à quelques kilomètres ? Donc, c'est une question qui est impossible aujourd'hui à poser à Google Maps. C'est tellement ce qu'on attendait. Et là, tu es dans ta voiture, tu dis, ben voilà, tiens, j'ai envie d'une pizza de telle manière, dans un rayon de tel kilomètre, avec pas trop de monde, etc. Et bien en fait, avec toute la data que Google a boostée par Gemini, on aura une information vraiment de qualité, quoi. Et avec une ergonomie complètement revu, et je trouve ça incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, et en plus, il y a aussi l'aspect sécurité, c'est-à-dire que ça évite d'avoir à pianoter sur ton téléphone quand tu conduis, donc tu n'as plus qu'à lui parler avec la voix. Ce qu'on a, on rêvait un peu de ça quand Siri est arrivé, justement, parce qu'on disait Siri, guide-moi jusqu'à la maison, ou emmène-moi au 36 rue Bidule, etc. Là, on va beaucoup plus loin. C'est non seulement ce que tu dis, hein, donne-moi les restaurants végétaliens sur mon parcours, etc., mais c'est aussi, est-ce qu'il y a un parking à côté, et transmet cette position à François. Oui. Et donc trouve-moi un parking à côté de ce restaurant. Voilà. Donc toute cette comment dirais-je discussion naturelle arrive enfin, et encore une fois c'est ce qu'on rêvait au début du GPS. Rappelle-toi les premiers TomTom. Voilà. Il y a Michelin qui faisait ça. Alors quand on devait dicter l'adresse, tu te rappelles, on disait rue machin. Et ça marchait une fois sur 10. Ça marchait une fois sur 10. Ah, c'était horrible. Ouais. Ça traduit. En fait, ça traduit, le caractère maintenant sérieux et organisé de la généralisation des outils AI à l'intérieur de Google. Le fait que ce soit Gemini, pour avoir vraiment vu Google en silo qui était très dysfonctionnel, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a des équipes produits, ils sont un peu humiliés à chaque sortie de OpenAI, donc quelque part là, ils ont 3 ou 4 winners, ils ont Chrome, ils ont qu'il va falloir qu'ils intègrent correctement, ils ont Maps, ils ont Gmail, YouTube, etc. Ils sont en train, on le voit bien, hein, ils ont lâché maintenant Sora sur la vidéo, sur la génération de pubs. Et donc, la difficulté qu'avait Google au départ, c'était d'avoir des équipes qui n'utilisaient pas tous les modèles horizontaux qui avaient été développés par la R&D de Google. Donc, la R&D fournissait des modèles, et puis chaque équipe produit faisait son truc. Donc, alors qu'il y avait une intelligence collective... Donc, aucune cohérence, en fait. Aucune cohérence, des surdépenses très élevées. Là, s'il fait la fin de la partie, ça va prendre un petit peu de temps pour que ça diffuse dans tous les produits. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule base d'IA qui est entraînée sur toutes les datas. Et ce que montre Google là, c'est nous qui avons le plus de données. Et avec le plus de données, tu fais les meilleures IA, parce que finalement, le langage et le naturel, c'est devenu une commodité. Donc, ce qui fait toujours la différence, c'est qu'est-ce qui a le plus de données pour être le plus relevant. Et là, Google montre, voilà, c'est moi. Ce que je trouve génial, c'est aussi l'intégration de Street View. C'est-à-dire que au lieu de te dire au prochain carrefour, tournez à droite, rue du maréchal, du général Leclerc, etc. Ce qui est toujours galère, parce que quand tu arrives à un carrefour, tu vois pas forcément la plaque, donc tu sais pas si c'est la première, la deuxième, la troisième, etc. Là, il te dira tournez à droite après la boulangerie. Ouais, ça c'est cool. C'est génial. C'est exactement comme si quelqu'un, comme si quelqu'un à côté te disait là, c'est après la boulangerie. Sachant qu'après, ce sera ta voiture qui le fera toute seule, quoi qu'il arrive, parce que c'est aussi Google qui fait. Évidemment. Les logiciels. Tout ça va arriver dans on va dire, l'infotainment des véhicules. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ?
Non, vraiment pas grand-chose. Après, c'est juste que... Il est moins emballé, hein, Jérôme. Hein. Non, j'ai pas de voiture, donc j'utilise pas beaucoup Google Maps. Ouais, mais t'as un vélo, tu cours bien, tu fais bien un truc. Souvent, je me débrouille, mais bon. Qu'est-ce que je vais dire ? Non, mais après, je suis d'accord, on voit que c'est Google qui commence à diffuser son IA un peu partout dans ses produits. On sait que ça va arriver, que finalement, dans quelques années ou quelques mois, tous les produits de Google, il y aura de l'IA générative, et pas que Google. Hein. Attention, tout le monde le fait. On met de l'IA partout parce que, c'est un buzzword qui fait vendre aussi, et puis après, il y a un intérêt aussi là sur ce coup. Là, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Parfois, il y a des intérêts qui sont un peu plus discutables. Là, il y a un vrai intérêt. Après, moi, je me dis, ce qui est bien, plus que pour le téléphone, en fait, c'est quand il y aura les lunettes, en fait. Où là, ça sera encore mieux parce que tu auras ton GPS, il pourra voir directement, donc il pourra même te guider directement. Donc, je pense que c'est plus ça. Et juste pour répondre à ta question sur le DMA, je pense que Google Maps n'est pas concerné par le DMA, donc logiquement, ça devrait arriver après, on ne sait jamais, parce que comme je rappelle, je dis toujours, AI Overviews n'est toujours pas arrivé en France, et c'est le seul pays où c'est pas arrivé, on ne sait pas pourquoi. Donc avec Google, on ne sait jamais, mais voilà. Bon, très bien. En tout cas, intéressant. Hâte de pouvoir tester ce truc-là. Donc d'ici 2-3 semaines, ils ont dit, hein, en France, ouais. En Europe ? En Europe. Ah, trop bien. Bah écoute, j'avais pas vu cette actu. Tant mieux si ça arrive. En tout cas, si ce n'est pas là, on pourra l'essayer lors du CES de Las Vegas, et on vous racontera, on vous dira si ça marche ou pas. Petite anecdote sur Google Maps. Au début, moi, j'étais là chez Google, qu'on a créé... Oui, parce que tu as travaillé, rappelons-le, chez Google. Quand on a créé les premiers trucs de Google Maps, c'est Street View, on avait ces fameuses voitures, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, qui scannaient les routes. Partout. Et c'était terriblement visionnaire, parce que ça sert de fondation à ça. Et donc, les Allemands, il y a 2 pays qui étaient contre la prise de données sans l'accord des utilisateurs, c'était les Allemands et les Français, pour des raisons de privacy. Et en fait, on a eu des amendes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que les Allemands nous écrivaient chez Google en disant « Ah, c'est pas juste, vous avez filmé la maison de mon voisin et pas la mienne. » Et donc, alors qu'on pensait qu'on n'allait pas pouvoir avoir les Street View en Allemagne, on a eu plutôt des concours de voisinage pour que tout le monde veuille sa photo. Et maintenant, c'est devenu normal, et que la donnée des rues, qui a été vraiment... Enfin, la méthode était quand même pas très élégante. Hein. Elle n'était pas du tout. Je fais avant et je recule si on m'engueule. À l'américaine. Hein. À l'américaine, mais néanmoins, il faut voir à quel point c'est devenu normal aujourd'hui qu'on puisse avoir des vues, des devantures de toutes les maisons. Alors que c'était un vrai débat il y a 10 ans. Hein. C'est vrai. Ouais. Et je ne sais pas si vous savez aussi de cette polémique. En fait, forcément, en scannant la rue, Google scannait aussi des personnes. Et de temps en temps, elles n'étaient pas floutées. Ouais. Et ça a posé des problèmes de vie privée. Des adultères, des trucs incroyables. Voilà, des gens qui ont été photographiés à des endroits où ils ne devaient pas être. Enfin, ça a été toute une pagaille, ce truc-là. Ça a bien aidé aussi les cambrioleurs, par moment. Et une des premières applications de l'IA, ça a été d'enlever les gens. Mais je pense que ça aide aussi les forces de l'ordre, tu vois. Ça aide les cambrioleurs. Je pense que ça aide tout le monde, en gros. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est drôle, parce que vraiment, je vois 10 ans après, c'est à quel point tout ça, les gens trouvent ça formidable et que tout est accepté. Alors que c'était vraiment, juste pour se mettre par rapport au DMA et tous ces trucs-là, c'était un vrai débat très, très, très sensible. Tiens, une petite question, parce que Google Maps, évidemment, règne sans partage sur ce monde du GPS. Apple est là avec Apple Plan. Est-ce qu'on sait pourquoi Apple Plan existe en fait ? Pourquoi Apple s'est mis là-dessus avec un produit qui alors progresse aujourd'hui, mais qui sera jamais au niveau d'un Google ? On est d'accord, non, Thomas ? C'est un pote qui a moi qui s'en occupe, alors je suis un peu biaisé. Alors Apple Plan existe parce que quand Apple voulait dans la voiture, il faut voir que les gens d'Apple sont des passionnés de bagnole. C'est à cause de CarPlay, je pense. Exactement. En fait, les gens d'Apple, mais les dirigeants d'Apple, ils ont 5 voitures de sport. Ils adorent la bagnole. Ils adorent la bagnole, pas la voiture électrique. Ils adorent la grosse bagnole de sport. Voilà, un V12 qui pollue bien. Les McLaren, ils ont les garages des dirigeants d'Apple, si tu veux, c'est une honte pour l'environnement. Et donc... on peut pas faire de CarPlay, d'adoption de CarPlay qui était vue comme une des plateformes sur lesquelles, si on n'a pas les Maps, parce qu'en fait, il y a 3 applications dans la voiture. Le premier, c'est les Maps. Le deuxième, c'est la radio. C'est une de nos boîtes qui s'appelle Radioline qui les met. Et puis après, il y a l'entertainment, lecture de musique, etc., podcast, etc. Mais donc, quelque part, tu peux pas être dans la voiture si tu n'as pas les Maps. Et donc, au départ, tout le monde avait les Maps de TomTom. Oui. Parce qu'en fait, on ne sait pas, mais même Google avait d'abord un moteur de visualisation, puis après a racheté des sociétés de satellites qui a récupéré l'imagerie. Google a d'abord fait il a fait le moteur, mais il n'a pas fait les données. Il les a achetées peu à peu. D'accord. Donc c'est pour ça que là, on voit que Google a toutes les données, mais avant, il les avait vraiment pas. Il les achetait à des boîtes européennes et chacun, il achetait des cartes partout. Et donc, pour pouvoir être dans la voiture, ils avaient besoin des Maps et ils étaient totalement dépendants de Google Maps. Et ça, Apple déteste être dépendant pour une
pour des raisons. activités critiques de son terminal sur ce genre de choses. Et donc, ils ont essayé de faire Maps, ils l'ont fait un peu n'importe comment au départ, et puis après, ils ont demandé à un Français de le régler. Donc maintenant, c'est un Français qui dirige Maps qui dirigeait jusqu'à l'année dernière. Ah, c'est cool, trop bien. Et c'est lui qui l'a fixé quand il y a eu le scandale où ils sont arrivés. Et après, après, je peux pas expliquer comment c'est fait, mais ils ont vraiment bossé, et le rattrapage est étonnant, mais c'est là où on se rend compte dans la tech qu'il y a deux choses qui comptent. Il y a la tech et le marketing. Ouais. Et en fait, la base installée fait que le réflexe des utilisateurs, comme le réflexe c'est Google, le réflexe pour les maps c'est Google Maps. Et le problème, c'est sur iOS, un plan, et je pense qu'il y a plus d'utilisateurs de part de marché que Maps, parce que c'est par défaut en fait. Ils essayent de le mettre par défaut, mais oui, encore avec le DMA, tu peux en Europe, tu peux le modifier. Oui, il y a l'intégration avec la Watch aussi qui est vachement bien sur plan, qui est moins bien avec Google Maps. Bon, et puis on a oublié quand même le troisième larron en foire, c'est Waze quand même. Oui. Qui appartient à Google. Qui appartient à Google aussi. Et qui maintenant la même boîte. On met tout le monde d'accord. Ouais. En fait, c'est marrant. Au départ, on a acheté Waze quand j'y étais. C'était deux entités. C'était deux entités qui va. Et puis quand la Ruth a décidé de faire des économies, maintenant Waze c'est les mêmes données mais présentées différemment. Ouais, c'est clair. Mais toujours aussi efficace quand même Waze. On revient dans un instant. Petite pause et on va poursuivre notre débrief de l'actu tech. Alors là, c'est une information vraiment de science-fiction. On pourrait imaginer dans quelques temps avoir des data centers, non pas sur Terre, non pas dans la mer, mais dans l'espace. Et c'est vraiment, c'est pas un truc. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un délire total. On va vous expliquer tout ça dans une minute, juste après cette petite pause. C'est Tech & Co sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là, très belle soirée et merci de nous avoir choisis. Tech & Co, la quotidienne, on débriefe l'actu pendant encore une demi-heure avec ce soir Thomas Serval, Didier Sens et Jérôme Marin. Et cette information digne d'un film de science-fiction. Mais est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est véritablement le futur qui se dessine ? C'est Google qui a présenté un projet assez ambitieux qui s'appelle Suncatcher, qui donc veut dire attraper le soleil. Et en fait, Google souhaiterait construire, écoutez bien, data center dans l'espace. Il y aurait au cœur de ce projet 80 satellites qui seraient à basse orbite, à environ à 600 km d'altitude. Ils communiqueraient entre eux. Et en fait, ce seraient des data centers pour après, donc, ramener la donnée sur Terre. Donc, en fait, dès que vous avez une requête, eh bien, cette donnée viendrait de l'espace et arriverait sur Terre. Pourquoi l'espace ? Eh bien, entre autres, parce que l'énergie, elle est abondante, il fait beau tout le temps. Et gratuite. Et je trouve ça incroyable. On se dit, mais waouh, le mec qui a eu cette idée-là, c'est quand même dingue. Après, en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte que la Chine travaille aussi là-dessus et que finalement, il y a beaucoup de grosses boîtes qui travaillent là-dessus. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors, quand j'étais chez Google, je m'occupais des infrastructures des data centers pendant un moment, puisqu'on lançait les services de cloud, et les clouds sont déjà reliés avec de la communication satellitaire. Pourquoi ? Parce que pour faire de la donnée synchrone pour les métadatas, donc pas pour la donnée à un gros volume, mais juste pour savoir si ton data center il va bien ou pas, le satellite c'est immédiat et synchrone. Donc, ça fait longtemps que Google s'intéresse à l'espace dans le cadre du cloud et des data centers. Mais là, historiquement, de mon temps, ce n'était pas pour faire du processing. Après, quand on regarde sur les problématiques de l'espace et les avantages. Donc, les deux problématiques d'un data center, c'est l'énergie et le refroidissement. Ouais. Alors là, le problème de l'espace, c'est que c'est le meilleur ou le pire des deux mondes. C'est-à-dire que quand tu prends le soleil en plein, tu as beaucoup d'énergie, mais ça chauffe beaucoup. Donc ils ont un problème et il faut voir comment ils le résolvent. Et par contre, quand ils sont dans l'ombre, c'est à zéro et donc c'est très très frais. Donc c'est compliqué de régler ce problème-là. On avait testé, et ça existe maintenant largement, les fonds sous-marins, où là on a une régulation de la température, il y a des trucs scellés et autres. Oui, mais alors pour refroidir c'est bien, mais l'énergie c'est plus compliqué. Exactement. Dans les fonds marins. Et donc là, même s'il y a des systèmes, technique. J'ai vu qu'il y avait des systèmes de vagues, de marée motrice, enfin des trucs de dingue, mais bon. Donc dans l'espace il y a tout. Par contre, comment on va combiner les deux extrêmes pour que ça soit suffisamment régulé, je pense qu'il y a encore 10 bonnes années de recherche pour le faire.
Alors, Jérôme. juste si on lit le papier de recherche, alors déjà 80 c'est juste un exemple, il pourrait en avoir beaucoup plus de satellites. L'idée qu'ils ont eux, c'est d'avoir ce qu'on appelle une orbite héliosynchrone, c'est-à-dire une orbite qui est quasiment toujours exposée au Soleil. Donc il y aurait toujours de l'énergie, donc les data centers pourraient fonctionner 24/24. Mais alors attends, parce que s'ils sont tous au Soleil, ça veut dire qu'il y a une partie de la Terre qui ne serait pas couverte par ces satellites. Mais en fait le De problème. l'autre côté. Non, mais là, c'est Après, pas grave, parce que les satellites, on n'a pas besoin, c'est pas comme SpaceX ou comme Starlink où il faut que chacun puisse se connecter. À la limite, c'est pas très grave. S'ils sont pas à côté d'une infrastructure, ils renvoient les données plus tard. Oui, ou alors on peut imaginer qu'il y ait d'autres satellites Exactement, qui, eux, ne servent que de relais finalement et qui arrosent les zones d'ombre, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est l'idée, c'est d'avoir des satellites qui fonctionnent toujours. Eux, ils disent qu'il y a plusieurs défis. Le premier défi, c'est comment... en fait, parce que comme un satellite, c'est des petits satellites, ils vont s'associer avec une start-up qui s'appelle Planet Lab, qui font des satellites qui sont tout petits, qui ressemblent à une boîte à chaussures, même sont plus petits qu'une boîte à chaussures. Donc, on peut pas mettre beaucoup de GPU dedans. Donc, il faut qu'on puisse connecter les satellites ensemble pour qu'on ait de la puissance de calcul. Et donc, ils se disent, eux, ce que dit dans leur papier de recherche, c'est qu'il faut qu'on ait une vitesse de connexion entre les satellites qui soit en terabits, donc qui soit énorme comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, c'est un premier défi. Une façon de le résoudre. Peut-être le laser le permettrait, puisqu'on sait que les satellites Starlink sont connectés en laser. C'est que le laser qui peut faire ça. Et ils disent, pour pouvoir réussir ça, il faut que les satellites soient proches. Il faudrait que les satellites soient entre 100 et 200 mètres les uns des autres. Et juste pour donner un exemple, Starlink, ils sont à 120 km chaque satellite des uns des autres. Donc c'est toute une chorégraphie à organiser pour que les satellites soient suffisamment proches, mais qu'ils ne se rendent pas dedans. Voilà. Donc ça, c'est un autre défi. Et puis le troisième défi qu'ils annoncent, c'est les coûts, en fait. C'est qu'aujourd'hui, lancer un satellite, ça coûte cher. Il n'y a pas beaucoup de lanceurs et il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de lanceurs. Et ce que dit Google, c'est qu'à partir du milieu des années 2030, les prix des lanceurs vont baisser. Et donc, logiquement, ça pourrait être rentable de lancer des data centers dans l'espace. Voilà. Et j'ai oublié un autre défi, c'est les radiations, parce qu'il y a plus de radiations, donc les TPU tout s'abîme plus vite. Peuvent s'abîmer plus vite. Et donc, si il faut les changer tous les ans ou tous les 2 ans, ben, c'est pas rentable non plus. Donc, il y a plein de défis à résoudre. Eux, ils ont l'air assez confiants, en tout cas dans leur papier de recherche, ils ont l'air assez confiants. Ils disent que les Prometheus sont assez prometteurs, donc à voir. Et c'est pas les seuls. Tu disais tout à l'heure, mais il y a une startup qui a déjà lancé un GPU de Nvidia qui s'appelle StarCloud. Voilà, il y a Elon Musk qui dit qu'il va le faire, Jeff Bezos qui en a parlé aussi, donc les Chinois je ne sais pas, mais donc c'est vraiment un truc qui va se faire, après à voir si c'est faisable ou pas. Si il y a 15 ans, si on disait on pourrait se connecter par Internet avec des satellites, je pense qu'on ne l'aurait pas forcément cru, donc là pourquoi pas. Sur ces technologies de lanceurs, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, Thomas. Les technologies de lanceurs, en fait, c'est des technologies françaises qui après ont été reprises par Starlink et autres sur faire le lancement de microsatellites. L'idée de dire que de mettre 1 kilo en orbite va coûter de moins en moins cher, c'est sûr. On est certain qu'on va pouvoir envoyer des boîtes à chaussures. Il y en a des gens qui pensent même à des canons qui ne seraient même plus des fusées, mais juste des des canons, carrément. Oui. Bah oui. Il faut le mettre à cette vélocité. T'as pas intérêt à être au milieu là. Quand ça part, Les difficultés qui vont arriver, ça va être aussi l'encombrement. C'est-à-dire que si on est très loin de la Terre, ça va, mais si on est assez proche, finalement... on sera très proche, à 150 si on est km. très proche de truc, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Et donc ça, c'est intéressant et ça explique vraiment la mentalité d'un Google. Il faut être le premier, parce que Starlink, c'est un exemple. Starlink, ils ont eu l'idée de faire la constellation de satellites. Après, il y a OneWeb, qui est maintenant Eutelsat, qui a eu l'idée de faire. Et Kuiper. Mais la règle dans l'espace... et qui n'est pas la même règle que dans le... c'est le premier arrivé, premier servi, quoi. Alors, c'est le premier qui fait ce qu'il veut, et le deuxième, il doit montrer qu'il n'interfère pas avec le premier. Waouh. Donc, pourquoi tu veux commencer et puis le troisième, il ne doit pas interférer avec le 1 et le 2, sinon il n'a pas le droit de citer. Et donc, quelque part, c'est très important d'être le premier. Pas mal. Didier. Alors moi je trouve ça assez fascinant et effrayant. Fascinant parce que technologiquement c'est un vrai défi. C'est vrai que ça résout pas mal de problèmes puisque le fait d'avoir de l'énergie gratuite en abondance comme ça, c'est quand même incroyable. Et puis surtout que ça évite de consommer, de surconsommer des ressources d'eau de la planète qui sont actuellement mises en danger par ces data centers. Et puis c'est effrayant pourquoi ? Parce que on commence à coloniser l'espace de manière un peu anarchique. Je trouve qu'il y a zéro régulation là-dessus. C'est comme tu disais, premier arrivé, premier servi. La régulation, c'est ça. C'est plutôt il y a de la régulation. Ouais. Et personne s'inquiète des conséquences. On commence à avoir aujourd'hui des satellites Starlink qui se cassent la gueule à droite à gauche, des bouts de fusée qui tombent en plein milieu de l'Australie. Il y a quand même un problème. Vous avez vu cette histoire de ballon sonde là qui a fracassé un avion de ligne?
Voilà, il y a un il problème. a tapé sur le cockpit, il a abîmé le cockpit. Alors l'avion a pu se poser sans aucun encombre, mais c'est un avion de ligne, hein, et il s'est pris un ballon qui je sais pas quoi, mesurer l'atmosphère. Demain, il se ramassera une boîte à chaussures dans laquelle il y aura une carte Nvidia. Non, mais en théorie, quand il descend dans l'atmosphère, il est détruit, non? Normalement, si c'est une petite volume, c'est détruit dans l'atmosphère. En fait, il est désintégré. Je veux dire, l'idée du petit satellite, c'est bien, mais il a quand même besoin de panneaux solaires pour récupérer son énergie, qui font une envergure quand même assez énorme. Il est petit quand il est replié, après il déploie, bien sûr. Donc, au bout d'un moment, on va se retrouver avec les satellites Starlink, les Kuiper, la constellation, les Kuiper, les machins, les trucs. Et comment est-ce qu'on va faire pour bronzer en été, tu vois? On va en arriver là. C'est-à-dire, les rayons seront stoppés en atmosphère et il n'y aura plus de soleil qui tombera sur la Terre. On dira, oh, un Starlink filant. On dira plus une étoile filante. C'est déjà le cas, hein, souvent. C'est déjà le cas. Il y a des vidéos qui circulent où on voit parfois les flottes de Starlink qui viennent d'être lancées par SpaceX. C'est incroyable. Alors effectivement, ça pose plein de problèmes, mais on se dit quand même, la technologie, et vous voyez tous ces satellites qui se suivent comme ça pour atteindre leur orbite, c'est proprement hallucinant. Sur ces sujets-là, c'est que l'Europe et la France en particulier dans ces domaines-là, et les Italiens, c'était vraiment les meilleurs au monde. Moi, j'aime pas quand tu dis ça à l'imparfait. C'est ça qui est terrible. Et bon, là, il nous reste Telsat, mais on est tellement en retard en termes de capital. Maintenant, il y a Culp, le truc de... Parce que on a 1 Starlink, 2 Telsat, OneWeb, mais 3 Jeff Bezos. Oui, c'est ça, on parlait de Kuiper, oui, bien sûr. Et donc, quelque part, tout ça, c'est en train d'être colonisé. Tiens, puisqu'on parle de la France et de l'Europe, bâtir la souveraineté technologique de l'Europe, c'est vrai que la route est longue, mais le gouvernement français y croit. Dans le cadre du plan de relance France 2030, l'exécutif met à l'honneur les jeunes entreprises qui œuvrent dans ce sens. 80 startups viennent d'être sélectionnées et vont être épaulées en 2026. C'est le fameux programme French Tech 2030. Erwan Maurice nous explique tout cela tout de suite. Un accompagnement d'1 an, sur mesure, pour accélérer le développement des startups et lever les freins réglementaires. Voilà la promesse du programme French Tech 2030 qui joue un rôle d'accélérateur. L'an dernier, le géant de l'IA, Mistral, le spécialiste de l'informatique quantique Alice et Bob ou le fabricant de moteurs pour satellites Exotrail l'ont bénéficié de ce programme. 3 succès nationaux. Cette fois-ci, la promotion compte 80 entreprises. Dans l'IA, la cybersécurité ou les semi-conducteurs, Diamfab permet par exemple de remplacer dans les puces électronique le silicium dont l'approvisionnement devient critique, et ce afin de garantir la souveraineté d'industries sensibles comme le nucléaire. Au total, ces entreprises ont déjà levé plus d'1 milliard d'euros, déposé plus de 350 brevets et ouvert 18 usines en France, avec l'ambition d'en bâtir de nouvelles dans les prochaines années. Des projets d'expansion qui nécessitent de gros moyens, 30 milliards d'euros de financement privé et public sur les 5 prochaines années pour soutenir et maintenir les entreprises stratégiques sur le territoire. Et donc, la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, Anne Le Henanff, a déclaré ceci: le French Tech 2030 n'est pas un programme de plus, mais notre meilleur allié pour la décennie à venir. Nous continuerons à créer de nouveaux Mistral français et à investir massivement dans les secteurs stratégiques, car notre indépendance en dépend. Ça, c'est bien une phrase de politique, hein, bien évidemment. Mais j'aimerais avoir votre avis. Peut-être commencer par toi, Thomas, parce que tu es au cœur du truc. Hein, tu es entrepreneur français, dans la tech. Est-ce que c'est du bullshit tout ça, ou est-ce que ça sert à quelque chose, sincèrement? Alors, nous, on a un candidat pour ça. Alors, le vrai truc, c'est que si tu es français aujourd'hui, que tu es bon dans la tech, ton premier sujet, c'est pas d'avoir le label France 2030, c'est d'aller trouver des clients type OpenAI, etc., qui ont beaucoup d'argent pour te payer et te licencier des trucs. Moi, j'ai toujours, on a Cube, on a investi dans plein de boîtes et dans les boîtes dans lesquelles je gère et tout. C'est toujours une mauvaise idée pour un entrepreneur d'aller chercher des labels franco-français et que l'argent qu'on va récupérer éventuellement, il est plus cher que l'argent des clients. Donc, c'est peut-être utile parce que ça permet de flécher. Ça permet aussi de débuter l'histoire, souvent, non? Non, parce que là, c'est pas des débutants. Non. Là, c'est de la R&D, deep tech. Donc après, le problème, quand tu laisses l'État décider de qui sont les bons ou pas, c'est que malheureusement, on se trompe plus souvent dans le choix. Enfin, les boîtes qui gagnent des concours sont pas celles qui gagnent les marchés. Moi, c'est ma leçon depuis 25 ans. Je peux vous donner la liste de tous les lauréats des concours de start-up et puis celles qui sont devenues leaders mondiaux. Et ben, mais là, il citait Mistral, Alice et Bob, qui sont quand même des bons exemples. Non, mais si tu en prends 3, d'abord, il y a de l'autoréalisation. Hein, c'est-à-dire que quelque part, on va sélectionner Mistral parce qu'ils sont déjà bien partis. Et donc, c'est très difficile pour l'État de choisir.
c'est bien, mais ça ne doit pas tromper les entrepreneurs sur le fait que la validation de leur métier, la validation de leur technologie, elle est avec les clients et que le vrai enjeu pour l'Europe, c'est de donner des débouchés aux clients, pas de financer plus de R&D qui va être pillé par les Américains. Après, c'est pas du financement. Là, il n'y a pas de financement de R&D. Là, juste pour répondre à ta question, est-ce que c'est utile? Alors, juste ça, j'en sais rien. Mais ce que te diront les entrepreneurs qui le font, c'est que ça te permet d'être visible. Donc là, on communique, il y a 80 boîtes et que ça permet beaucoup pour le recrutement, c'est toujours intéressant. Oui, Jérôme a raison, ça fait la visibilité. La plupart du temps, ces boîtes-là viennent dans Tech & Co. Alors, humblement, on les découvre, ça donne un petit coup de boost. Et c'est surtout pour le recrutement, c'est pas forcément pour trouver des clients, c'est pour recruter des gens. Et parce que quand on va dire, moi je suis French Tech 2030, ça sera peut-être plus simple de recruter un ingénieur qu'une autre. Ouais. Et un autre truc, c'est qu'il y a un accompagnement qui est accompagné. Et ce qui... alors, par exemple, j'en parlais avec le patron de H il n'y a pas très longtemps, qui me disait, eux, ils ne sont pas French Tech 2030, mais ils sont Next 40. Et il dit, moi, en tant que patron de cette boîte, à Bercy, si j'ai besoin de parler à un CEO du CAC 40, et Bercy va me mettre en relation avec le CEO du CAC 40. Donc, ça peut aider sur ça. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas ça qui va faire la différence entre ta technologie, si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est pas parce que tu es French Tech 2030 qu'elle va attirer les clients. Mais ça peut aider. Mais ça aide, et ça fait pas de mal, sauf si ça prend du temps. C'est là où il faut... Sauf si ça prend du temps d'être sélectionné. Et donc, en fait, tout le problème, c'est... Moi, je regarde le temps que passent notamment les startups jeunes ou en deep tech à faire des rapports, à répondre à des RFP ou des 50 pages, etc., pour avoir un peu d'argent public ou du soutien. Parce que là, c'est bien, parce qu'ils ne mentent pas, ils ne disent pas qu'il y a de l'argent, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Donc, c'est bien. Mais véritablement, aujourd'hui, nous, notre challenge, on a une boîte qui pourrait être complètement dans ce classement, qui permet de générer automatiquement du logiciel embarqué pour les puces. Le vrai sujet, c'est comment tu vas voir la SNCF ou EDF et les gens te disent, en fait, pour que je puisse acheter ton produit, même si tu es French Tech 2030, appel d'offres européen, ça va prendre 6 mois. Pour que tu sois référencé, ça prend 12 mois. Donc avant que l'industrie européenne adopte, ne serait-ce que par les mécanismes concurrentiels, une nouvelle technologie, c'est 1 à 2 ans. Alors que, là, je prends un autre exemple d'une boîte que j'ai vue il y a 2 semaines, une technologie exceptionnelle, savoir-faire français dans les logiciels embarqués, les operating systems, et les gens qui sont prêts à acheter leurs produits tout de suite. Ils font quoi? Les Américains. C'est les Chinois et les Russes. Non, mais qu'est-ce qu'ils font, cette boîte? Ils font un logiciel temps réel qui prend 1% de la consommation courante des Android et des iOS. C'est pour des drones, pour des choses comme ça. Mais il faudrait, comme le font les boîtes américaines, que le truc soit inversé, en fait. Ça devrait être aux grandes boîtes européennes d'avoir des gens qui font de l'intelligence économique, qui vont chercher les pépites et qui leur proposent des contrats. Tu veux dire par là que parfois le recrutement de ces boîtes qu'on met en avant n'est pas forcément fait par des personnalités, en tout cas des experts? C'est parfois... Je critique absolument pas. Je dis juste que le problème, c'est à chaque fois de trouver des clients et que la validation, c'est les marchés et que l'État arrive parfois, souvent, notamment dans ces cas-là, au secours du succès, et que ce qu'il faut arriver, c'est vraiment sortir les boîtes qui ont bénéficié de beaucoup d'argent public en R&D, qui n'ont pas trouvé leurs premiers clients, et les forcer soit à trouver très vite des clients, soit à tuer ces boîtes pour que l'argent aille vers des trucs viables. Parce qu'on a beaucoup de morts vivants en fait aujourd'hui dans la tech. Didier? Alors, moi je trouve ça intéressant, effectivement c'est une initiative louable, mais encore une fois on le voit, le problème c'est pas un problème franco-français, c'est un problème européen. Les marchés publics, comme tu dis, sont des marchés publics européens, le marché, les clients sont des Européens, donc ce qui serait bien, ce serait une instance européenne qui serait l'Europe Tech la DARPA européenne 2030, voilà, qui pilote ce genre de programme et qui disent voilà, maintenant vous avez accès aux 100 millions aux 80 millions d'Allemands, aux 70 millions d'Anglais, et etc., etc. Là, on est un peu c'est bien, mais pas assez. Voilà, c'est sympa. C'est un petit côté malheureusement sous-dimensionné. Jérôme? Non, juste une chose. Est-ce que la French Tech n'a pas pris un coup de vieux finalement et ne représente pas un passé finalement qu'il faudrait peut-être rebooter, comme on dit, redémarrer? Tu veux dire la marque French Tech? La marque French Tech. Alors, je suis un des 4 qui l'a créé parce que c'est venu d'un super voyage dans la Silicon Valley en 2005-2006. Avec Macron? Non, c'était pas Macron. Ça s'appelle le French Tech Tour, organisé par... C'était Fleur Pellerin à l'époque, non? Alors non, Fleur Pellerin a créé la French Tech, mais en fait il y a eu un voyage qui a donné envie aux entrepreneurs français qui allaient tout seuls dans la Silicon Valley, chacun avec... Donc ça a 20 ans, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser le truc, le remarketer finalement? Le problème c'est qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a eu 3 versions de la French Tech. Il y a eu la version de la French Tech des pionniers qui a fait un truc exceptionnel, c'est de rendre la start-up friendly pour les Français. Comme moi, je disais que j'étais entrepreneur en l'an 2000, les mecs, ils pensaient entrepreneur de travaux publics. Hein. C'est-à-dire que on a quand même... Ouais. Et puis, la tech européenne et la French Tech, c'est devenu le modèle au CES, c'est devenu le modèle que tous les pays ont copié. Donc ça, c'était le premier succès. Le deuxième, qui à mon avis est terminé et a été à un moment une reprise en main politique de la French Tech. On a parlé de sujets qui n'auraient pas dû être de la French Tech, diversité de recrutement, etc. Et la troisième phase qui a commencé il y a un an et demi, qui je trouve très bonne, mais sur laquelle malheureusement il y a beaucoup moins de moyens qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a quand même 200 millions d'euros d'investissement public dans les fonds de French Tech Accélération, plus 20 millions juste pour la création de la marque. Enfin, l'État a mis la main au portefeuille d'une manière très très massive, hein, et c'est une bonne idée. Donc la troisième génération, là, c'est d'un côté, il y a d'énormes communautés French Tech à l'étranger qui reprennent le rôle des conseillers du commerce extérieur et qui marchent très bien. J'étais en Corée, j'ai été accueilli par la French Tech Corée, Shanghai. C'est génial. Ça, c'est formidable quand vous êtes une boîte exportatrice. Parce que la French Tech, ça veut dire encore plus à l'étranger. Et ça n'a pas vieilli, c'est encore plus... voilà. Et puis après, il y a... il faut trouver des clients. Et là, c'est le problème. Il nous reste 5 minutes. On a le choix entre la voiture volante d'Elon Musk ou les 13 milliards les 20 milliards de pertes d'OpenAI. On va faire les 20 milliards de pertes d'OpenAI. On parlera de la voiture volante d'Elon Musk. On en parler de toute façon. Même si c'est un sujet rigolo. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus sérieux d'évoquer quand même OpenAI, parce que d'autant qu'on a la chance d'avoir Jérôme qui a écrit une enquête sur le site, le blog du modérateur.com. Tech aussi. Voilà, mais et aussi Café Tech. Et .fr. C'est important le point .fr. Le point .fr est important, pas le point .com. C'est intéressant parce que souvent, tous les soirs, on évoque, on va dire, les sommes incroyables que OpenAI dépense. Ça se compte maintenant en dizaines et dizaines de milliards. Sauf que là, on se rend compte que aujourd'hui, OpenAI on est à 12 milliards de dollars de pertes que pour ce trimestre, d'accord ? Et on se pose des questions. Jusqu'à quand, en fait, ça va être open bar, finalement ? Pour plusieurs années. Hein. Comme je disais tout à l'heure, jusqu'en 2030, il prévoit de perdre 115 milliards de dollars, de consommer de la trésorerie, 115 milliards de dollars. Donc, c'est open bar. Sam Altman se soucie peu de savoir combien il gagne, combien il perd. De toute façon, il a les fonds. Hein. SoftBank va mettre 20 milliards, là, va rajouter 20 milliards. Nvidia s'est déjà engagé à mettre 100 milliards dans OpenAI. Donc, l'argent, il a. Après, sur les pertes, elles sont quand même exponentielles parce que c'était 5 milliards en 2024. Aujourd'hui, on est à 20 milliards sur les 9 premiers mois de l'année, donc on pourrait peut-être... C'était 8 les premiers mois de l'année, et là, d'un coup, accélération à 12. Exactement. Alors après, on ne sait jamais, comme les comptes ne sont pas publics, juste pour expliquer comment on a ces chiffres, comment j'ai récupéré ces chiffres, c'est que comme OpenAI et Microsoft est actionnaire d'OpenAI, Microsoft est obligé de mettre dans ses comptes. Pendant longtemps, ils l'ont caché. Et là, ils ont commencé à le dire, parce que les chiffres sont tellement gros qu'ils ont commencé à dire que c'était à cause d'OpenAI. Donc là, ils vont peut-être perdre 20 milliards cette année, peut-être qu'ils perdront 30, 40 milliards plus tard. De toute façon, il s'est engagé à dépenser 1400 milliards de dollars pour acheter des puces, pour acheter de la capacité informatique dans les data centers. Lui, il dit très bien, il dit que c'est un pari. Il prend un pari qui est un peu risqué, il l'a reconnu. Mais lui, il se dit, l'IA, ça va tellement infuser partout que demain... Qu'au bout d'un moment, ça va payer, quoi. Exactement. C'est un peu comme Amazon, finalement. Bezos a galéré. Ils n'ont jamais perdu autant, Amazon. Jamais. Oui, mais pendant des années, il y en a certains qui se posaient la question sur le modèle économique d'Amazon. Sauf que Bezos, en fait, il fabriquait des pertes. Là, elles sont pas... Parce que moi, j'avais discuté avec le CFO d'Amazon. En fait, tout l'argent qu'il gagnait, il le réinvestissait dans le prochain projet. Là, on n'est pas là. Ils sont en train de dépenser l'argent pour essayer de trouver un modèle. Alors, parce qu'on parle de pertes, mais ils gagnent de l'argent quand même. Ils gagnent de l'argent. Ils ont un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, à peu près, c'est 13 milliards. C'est les derniers chiffres qui sont sortis. Sam Altman a dit que c'était plus. Donc, imaginons même que ce soit 15 milliards de chiffre d'affaires sur l'année. Il perd 30 milliards, ça veut dire qu'il dépense 45 milliards. Donc, l'équation, elle n'est pas bonne dans ce cas-là. Mais juste, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, mais... Non, donc, d'un côté, ils ont gagné 13 milliards cette année. Là, ils devraient en perdre 20. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ils en ont perdu 20. 13 milliards de chiffre d'affaires. La question, c'est jusqu'à quand, en fait ? Donc, tu l'as dit pendant plusieurs années. Lui, il a dit pas avant 2030. Ça ne sera pas rentable avant 2030. Donc... Non, mais on est vraiment dans la bulle. Enfin, moi, ça me rappelle vraiment la bulle de la publicité. Non, mais il suffit qu'il y ait un gros grain de sable dans les rouages de ce truc-là. Tout peut exploser. On n'ira pas au bout comme ça. Moi, je suis un entrepreneur. Le rôle d'un entrepreneur, c'est prendre des risques. Et je voulais ce que je voudrais dire, c'est que 12 milliards de pertes, c'est la plus grosse perte jamais enregistrée par une entreprise américaine, sauf si on enlève les dépréciations d'actifs, des choses un peu exceptionnelles. Mais jamais une entreprise américaine n'a perdu 12 milliards.
en 3 mois. Donc c'est juste pour donner l'ordre d'idée que c'est exceptionnel. Et après, peut-être que ça sera justifié que dans 5 ans, on dira oui, bon, ils ont perdu 12 milliards, mais finalement, vu qu'ils valent 2000 milliards en bourse et qu'ils rognent autant de profits, c'est pas très grave. Peut-être que ça sera une bulle et que finalement... C'est intéressant parce que c'est vraiment une vision du quoi qu'il en coûte un peu. On dépense à perte comme ça, on a absolument aucune visibilité sur le moment où ça sera rentable. On table sur 5, 10, 15 ans, etc. Comment voulez-vous que des entreprises franco-françaises viennent rivaliser avec des boîtes qui dépensent 1500 milliards? C'est impossible. Mais personne ne peut rivaliser finalement. Même un Google va pas... Et plus le temps passe, plus l'écart se creuse en fait. Mais c'est le piège américain. Cet argent, il n'existe pas. Il est promis, il est comité. Il faut faire très attention aux effets d'annonce. Ça, par contre, les politiques françaises sont très bons pour dire qu'ils vont mettre 40 milliards. Ils l'annoncent, mais c'est pour les 10 prochaines années. Là, cet argent, il n'est pas dépensé. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait 13 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont perdu. Donc, ils ont dépensé 45, a priori, si on regarde l'argent qu'ils ont dépensé, moins ce qu'ils ont gagné. Donc, c'est juste pas de l'argent qui existe, parce que là, on en a parlé plusieurs fois. Il faut quand même de l'argent qui existe pour acheter des serveurs. Non, mais là, c'est de l'argent saoudien, etc. Mais l'argent... Non, il n'y a pas d'argent saoudien là, derrière SoftBank, c'est de l'argent saoudien en grande partie. C'est de l'argent du Moyen-Orient. Il y a énormément d'argent de UAE. Mais a priori, si j'ai bien relevé, en fait, Sam Altman est en train de comiter des milliards sur de l'achat de capacité chez des acteurs qui eux-mêmes vont l'acheter chez Nvidia, qui comme par hasard a c'est même pire que ça, c'est Nvidia qui le paye, qui va donner de l'argent pour qu'ils achètent leur GPU. Oui. Donc c'est l'argent qui circule d'un acteur à l'autre. C'est l'endogamie généralisée, c'est-à-dire c'est ça. Moi je dis que c'est un peu consanguin, quoi. Oui, complètement. Il y a une espèce de... Non, mais ça s'appelle de l'inflation. Ils se créent leur propre croissance entre eux. Mais le jour s'il y a un gros grain de sable là-dedans et il y aura peut-être sûrement. Mais voilà. Mais et là, qu'est-ce que ça va donner? Et là, tout le monde va trinquer. Mais c'est intéressant. On est obligé d'arrêter là. On y reviendra, bien sûr, puisque d'ici là, OpenAI aura encore dépensé quelques dizaines de milliards, ça c'est clair. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Thomas Serval, PDG de Barracoda. Merci à Didier Sens, journaliste tech. Et merci à Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Et bien voilà, vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec au sommaire pour cette deuxième partie. On s'intéressera aux innovations signées Essilor avec l'IA qui va transformer vos verres si vous êtes presbyte et qui va les améliorer. Et puis après, on parlera d'un programme qui s'appelle Accelerator chez AWS. Et vous verrez, la santé et la recherche contre le cancer est au cœur de ce programme. On en parlera avec le porte-parole d'AWS France qui sera mon invité, Julien Gourès, et une start-up aussi qui sera sur ce plateau. Vous restez là. Dans une minute, eh bien, c'est Julien Thibault qui nous rejoint pour le Tech Flash. À tout de suite et merci de nous suivre. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h31, dans un instant, on va parler de la technologie au service de la création des verres pour la vision avec Essilor et nos invités. Mais auparavant, comme chaque soir, il est temps de retrouver le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actualité tech de ce jeudi. C'est avec Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, Google Maps va intégrer Gemini, l'intelligence artificielle de Google, pour vous aider pendant la navigation. Vous pourrez lui parler en conduisant, lui demander un itinéraire ou encore signaler un danger. Autre nouveauté pratique, Maps indique désormais le moment précis où tourner pour éviter les mauvaises sorties. Et toujours chez Google, le géant américain veut envoyer des supercalculateurs dans l'espace. Le but, alimenter ces modèles d'intelligence artificielle tout en profitant au maximum de l'énergie solaire. Un projet qui fait écho à celui d'Elon Musk, qui veut lui aussi lancer une constellation de satellites d'IA avec SpaceX. Côté objets connectés, d'anciens employés de Meta dévoilent Stream, une bague intelligente capable de prendre des notes vocales, contrôler la musique et interagir avec les assistants vocaux. L'appareil veut se positionner comme une alternative plus discrète aux montres connectées. Et oui, Julien, aux États-Unis, c'est Meta justement qui fait face à une nouvelle polémique. Et oui, plusieurs procureurs généraux appellent le groupe de Mark Zuckerberg à rejeter certaines lois européennes jugées contraires aux valeurs américaines et menacent l'entreprise de poursuites judiciaires si elle applique ces règles sur le territoire américain. Et enfin, Snapchat s'allie à Perplexity AI. L'accord permettra d'intégrer directement les réponses générées par l'IA de Perplexity dans l'application pour enrichir les recherches et conversations. Objectif, renforcer l'expérience utilisateur et garder une longueur d'avance dans la course à l'IA conversationnelle. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de De quoi je me mêle. Cette semaine, François, vous avez discuté du retour d'Oppo en France avec
collègues Damien Licata-Caruso et Pierre Fontaine. On écoute un extrait tout de suite. De retour en France, ça fait quelques mois déjà. Hein. Ils sont de retour avec du moyen de gamme. Ils n'ont pas voulu monter en puissance tout de suite. Mais c'était aussi en termes d'exposition, parce que le moyen de gamme, c'est pas quelque chose, vous allez dans un magasin, vous n'allez pas le voir en tête de gondole. La tête de gondole est sûrement réservée. Ils sont rentrés un petit peu sur la pointe des pieds. Voilà, ils ont tâté un peu le marché, voir s'ils avaient encore aussi une fanbase qui existait encore. Et apparemment, ils en ont une qui existe toujours et qui est prête peut-être à renouveler l'Oppo qu'ils avaient il y a 3 ans avec celui-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il vaut ce téléphone ? Vous l'avez testé ou pas ? Moi, j'aime bien. Moi, je ne l'ai pas touché, mais... tu l'as pas touché. Je l'ai pas eu. Mais tu l'as touché, je t'ai vu que tu l'as touché. Je l'ai touché à l'instant, mais je ne l'ai pas testé, voilà, ce que je voulais dire. Il est plutôt pas mal. En termes de photos, notamment, on est sur un niveau de photophone qui peut être un équivalent d'un Pixel 10 Pro. Je pense que c'est l'ambition. En termes d'écran, on est aussi... En fait, ils ont mis une fiche technique qui est tellement impressionnante qu'il faut, notamment pour justifier le prix, parce que 1 300 €, il faut quand même les sortir sur un téléphone. Voilà. Avec une marque qui revient et qui peut être la source de doute, parce que si on n'a pas de SAV derrière, s'ils redisparaissent d'ici 2-3 ans, c'est un peu compliqué de vendre 1 300 €. Voilà un petit bout en avant-première de quoi je me mêle que vous pourrez découvrir en intégralité dès demain, dès midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi en podcast audio et ce week-end bien évidemment sur BFM Business, à la radio, à la télé, 20h35. On va parler maintenant de vision et d'intelligence artificielle et de technologie avec nos invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et on va essayer de vous expliquer comment l'IA transforme l'optique avec nos deux, on va dire, spécialistes qui sont présents sur ce plateau. Sébastien Fricker, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes responsable de modélisation de la vision et de la perception chez EssilorLuxottica. Et Grégoire Boutonnet est avec nous. Bonsoir Grégoire. Bonsoir, bonsoir. PDG de Nova In Silico. Alors vous êtes un spécialiste de tout ce qui touche au jumeau numérique et vous verrez que le jumeau numérique est au cœur en fait de cette transformation de la vision. Sébastien, vous faites un métier passionnant parce que, d'après ce que j'ai compris, vous bossez sur, entre autres, la presbytie. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que la presbytie, voilà, on va chez l'ophtalmo, on nous explique tout voilà, qu'on est presbyte ou pas d'ailleurs, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, voilà, je suis presbyte depuis quelques années, qu'est-ce qui m'arrive ? Alors tout d'abord, la presbytie, ce n'est pas une maladie. C'est une évolution naturelle de votre œil, de votre système visuel. Quand on a une énorme capacité d'accommodation. On peut voir de très très près. On a tous vu des enfants qui prenaient un livre et qui le lisaient face contre la page. Mais au cours du temps, ensuite, la capacité de l'œil à accommoder diminue. Il est moins, comment dire, moins agile, c'est ça ? Il perd en flexibilité, oui. D'accord. Donc, aux alentours de 20 ans, on va voir par exemple à 10 cm. Tout va bien, mais au fur et à mesure, la distance minimale à laquelle on peut voir s'éloigne. Voilà. Et au bout d'un moment, on a l'iPhone comme ça, loin, parce que il faut qu'on ait de l'espace, quoi. Exactement. Ok. Donc ça, la presbytie, on comprend. Ça arrive donc forcément à tout le monde, hein, c'est ça ? Exactement. C'est quoi, ça à partir de 40, 50 ans ? Oui, c'est ça, exactement. Bon, le seul truc, c'est que aujourd'hui, on est devant des écrans. À longueur de journée. Regardez, moi, sur ce plateau, j'en ai plein, et on est tous comme ça. Hein. Est-ce que ça accélère, ou est-ce que ça influe sur la presbytie, tous ces écrans qu'on a ? En fait, on devient presbyte à partir du moment où on a du mal à voir dans nos tâches du quotidien. Alors, quand on regarde des livres, on a tendance à les tenir à 40 cm. Donc, à 40 cm, on y voit bien jusqu'à 50 ans. En revanche, un smartphone, on le tient plutôt à 33 cm. Et donc là, on va ressentir les effets de la presbytie beaucoup plus tôt, d'autant plus si on regarde des petits caractères et encore pire, en faibles conditions lumineuses. Alors, depuis toujours, enfin depuis très longtemps, on arrive à corriger la presbytie. Hein, alors au début, c'était des lunettes spécifiques. Maintenant, on arrive à faire des verres progressifs qui nous permettent d'avoir, avec une seule paire, le fait de la possibilité de voir de loin, mais aussi de près. Comment ça marche, en fait, un verre progressif ? Alors effectivement, le verre progressif, c'est pas nouveau. Ça a été inventé il y a plus de 66 ans, en France d'ailleurs, chez Essilor. Et c'est une lunette dont la puissance varie entre le haut et le bas du verre. Donc quand on regarde dans le haut du verre, on est bien corrigé pour voir au loin. Okay. Et quand on abaisse le regard, là, on a un boost de puissance, une addition qui nous permet de regarder nos objets, téléphone, écran, livre. D'accord. Et alors comment la tech et l'IA est en train de bouleverser la manière dont vous fabriquez chez Essilor ces verres ? Alors, la façon traditionnelle dont on conçoit ces verres,
on a toujours une conception qu'on appelle centrée autour du porteur, du client final. Donc, quand on conçoit nos verres, on va faire des hypothèses de conception pour améliorer tel ou tel aspect de la vision. Et quand on a créé un nouveau design, on va aller le tester auprès de porteurs via des tests cliniques. Donc, et là, vous allez mesurer en fait la qualité de la vision qu'ils ont avec ce prototype de verre, en fait. Exactement. Et ça nous permet de valider si nos hypothèses étaient bonnes ou pas. Mais aujourd'hui, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Exactement. On a une approche très modeste et finalement, c'est le porteur qui a le dernier mot par rapport à notre nouveau design. Et quels sont les paramètres qui rentrent en compte là ? C'est la posture, c'est quoi en fait ? Eh ben, dans la performance de vision, il y a beaucoup d'aspects. Vous faites bien de le souligner. Il y a la netteté de vision en premier lieu. On a envie de voir net, de pouvoir voir des petits caractères. Mais il y a aussi, est-ce que je suis capable de bien me déplacer avec mes verres ? Est-ce que je n'ai pas de tangage, de perte de perception des profondeurs ? Et enfin, la posture joue un rôle aussi très important. Donc il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte lorsqu'on conçoit un verre progressif. Et donc là, arrivent les jumeaux numériques. Tout à fait. C'est ça qui est nouveau chez vous ? Exactement. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, en plus d'aller tester en fin de process auprès de porteurs réels, pendant la conception du verre, on va aussi tester sur des modèles de porteurs, des modèles numériques. Donc, au lieu d'avoir des vrais porteurs, on a, grâce à la simulation et grâce à l'intelligence artificielle, un modèle d'une personne qui effectue des tâches visuelles, qui regarde ses écrans, ses smartphones, qui fait différentes tâches de la vie et qui nous renseigne déjà sur la performance du verre. Et alors, ces jumeaux numériques sont efficaces ? Ils ne se trompent pas, eux ? Alors, ces jumeaux numériques, ils sont en constant développement. Et le fait est que le système visuel, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. D'accord. Il faut savoir modéliser le comportement de la personne, donc comment elle va bouger la tête, bouger les yeux, comment elle va accommoder. Il faut aussi modéliser comment elle va percevoir. Est-ce qu'elle voit net, est-ce qu'elle voit flou ? Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on a des modèles de plus en plus sophistiqués, mais le fait est qu'en fin de conception, on va toujours aller vérifier auprès de vrais porteurs pour confirmer qu'on a bien une bonne innovation et éviter toute erreur des modèles. Tout ça, c'est déjà en place ou vous travaillez sur ces jumeaux numériques ? Aujourd'hui, je vais chez mon ophtalmo, je demande des verres Essilor progressifs parce que je suis presbyte. Est-ce qu'ils vont être testés grâce à ces jumeaux numériques ou pas encore ? Tout à fait, c'est quelque chose qu'on a déjà en place depuis quelques années. Et ça nous permet aussi d'aller vers plus en plus de personnalisation de nos produits parce que le concept de jumeaux numériques, c'est d'avoir un modèle propre à chaque patient. Donc, ce n'est pas juste un jumeau générique d'un porteur moyen, mais voilà, ça porte le nom de jumeau parce qu'on fait la réplique de chacun de nos sujets. Et est-ce que vous allez anticiper avec ce jumeau numérique les évolutions de ma vue ? C'est possible ou pas de prédire le futur, ou en tout cas de prédire la correction des verres ? Alors, peut-être pas dans la presbytie, mais si je prends l'exemple de la myopie, où là c'est un phénomène progressif, avec l'œil qui s'allonge au cours du temps, là on développe aussi des jumeaux numériques qui cherchent à prédire effectivement l'évolution de la myopie chez les enfants pour le coup. Est-ce que vous bossez avec la start-up que nous recevons ce soir, Nova In Silico ? Oui. Je crois que vous avez des recherches en commun, c'est ça ? Tout à fait, parce que Nova In Silico développe aussi des jumeaux numériques d'un genre un peu différent, mais ça nous intéresse de modéliser certains aspects dans lesquels Nova Silico est spécialisé. Alors, Grégoire Boutonnet, merci d'être là. Rebonsoir, vous êtes co-CEO de cette start-up Nova In Silico. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre société ? Oui, Nova In Silico, c'est une société lyonnaise basée à Lyon. On est une 50aine de personnes. L'entreprise est profitable et notre activité, c'est de la simulation numérique dans le domaine de la biologie et en particulier avec nos partenaires industriels. On ne travaille pas en direct avec les patients. On travaille principalement avec les grands groupes pharmaceutiques, dans le domaine aussi vétérinaire, cosméto et maintenant effectivement optique. Et on parle, excusez-moi, je vous coupe, mais on parle beaucoup de jumeaux numériques dans plein de domaines, dans plein de secteurs, dans le domaine de la médecine, qui est visiblement un peu votre spécialité, médecine, vétérinaire, etc. C'est une vraie révolution ? Alors je pense que le terme est un peu fort. Je dirais qu'il y a ce serait super, mais c'est pas non plus une révolution. Donc c'est une évolution, et je pense que le monde du vivant est en train de faire ce que a fait le monde de la mécanique depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, vous sortez plus une voiture, un avion, et encore moins une fusée. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Il y a eu 3 ou 4 Starship qui ont explosé, je crois, en 2025 au décollage. Et pourtant, il y a des centaines de milliers d'heures de simulation. Avant, évidemment, on ne construit plus une fusée comme on le faisait à l'époque, dans les années 60.
on la simule, on la construit, et elle a son propre jumeau numérique, cette fusée, et ça fait 10 ou 20, voire 30 ans que ça existe dans ces domaines-là. Dans le monde de la santé, c'est un peu plus récent. Une des raisons, c'est que la modélisation du vivant représente une difficulté supplémentaire, plus que la mécanique des fluides ou même la mécanique des matériaux. Pourquoi ? La biologie est d'une complexité... Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'humilité à avoir par rapport aux résultats qu'on produit collectivement dans notre écosystème, qui est un écosystème qui se développe énormément, notamment pas que, mais entre autres grâce à l'IA, grâce aux capacités supplémentaires aussi de modélisation et de GPU dont on parle souvent, on parlait régulièrement d'NVIDIA et autres sur ce plateau. C'est des acteurs qui aident en fait à ces technologies à émerger, puisqu'on est capable de calculer beaucoup plus vite. Modéliser le vivant, effectivement, il y a cette dimension qui peut être un peu impressionnante, parce que c'est nous, il ne s'agit pas d'une voiture. Est-ce qu'on peut décrypter totalement notre amas de cellules biologiques finalement? Alors, ça, à la base de la recherche, on est capable de transformer aujourd'hui la recherche qui a été faite par ces scientifiques en modèles mathématiques, et donc il y a cette correspondance. Donc vous imaginez des dizaines d'années de recherche qui progressivement sont transformées d'une certaine façon en jumeaux numériques qu'on va ensuite informer par des données patients et qui vont aider les pharma notamment à mieux comprendre le fonctionnement de leur traitement. C'est ça vraiment la valeur, c'est mieux comprendre le traitement. Si on comprend mieux, on est capable de prendre des meilleures décisions, notamment pour ces essais cliniques, et à la fin potentiellement avoir des traitements importants qui arrivent plus rapidement sur le marché. C'est ça l'objectif. Et dans les pathologies oculaires, les jumeaux numériques ont véritablement un intérêt. Alors, des grands groupes. Il y a un potentiel, on va dire. Un potentiel extrêmement important. Et du coup, de recherche sur des maladies, sur des pathologies, sur peut-être la correction, comme nous l'expliquait notre invité aussi. Oui, alors surtout, en ce qui nous concerne, en tout cas nous, c'est le domaine de la physiopathologie. On va être dans le vivant, on va être dans les maladies de l'œil plus précisément. Certaines maladies de l'œil ont évidemment un impact sur votre vue. Et ça, c'est des modèles qu'on peut développer et qui peuvent être informés de façon à aider les industriels à concevoir des meilleurs traitements et potentiellement, pourquoi pas, des meilleures lentilles ou des meilleurs verres dans le futur. Donc nous, on est au service de cette industrie aujourd'hui. Merci beaucoup, passionnant tout ça. Merci à tous les deux. Merci Sébastien Fricker, responsable modélisation de la vision et de la perception chez Essilor-Luxottica. Et merci aussi à Grégoire Boutonnet d'être venu nous voir depuis Lyon, PDG de Nova In Silico. Tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Sylvain Trinel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Journaliste bien sûr à la rédaction de Tech & Co. Et Google crée la surprise. Écoutez bien parce que cette news elle est folle. Google est aujourd'hui plus efficace que les modèles traditionnels dans la prévision des ouragans. Eh oui, Stéphanie de Monaco ne l'aurait pas mieux dit. L'amour a tout emporté. Effectivement. Dans une étude parue il y a quelques jours par un chercheur de l'université de Miami, on découvre en fait que le modèle météorologique de Google DeepMind, lancé en juin 2025 pour lutter contre les ouragans, eh bien, il est plus efficace qu'attendu. Concrètement, en fait, quand il s'agit de suivre l'évolution et la direction d'un ouragan, eh bien, les prédictions du modèle GDMI de Google sont 2 fois plus efficaces que celui qui est utilisé par les services de météorologie américains, et même meilleur que les modèles généralement appréciés des prévisionnistes. Un coup de tonnerre, d'autant qu'on peut le voir sur le graphique. Alors, évidemment, on ne peut pas le voir là, mais vous le verrez sur le site de Tech & Co. Donc, ça nous obligera à aller voir votre site. Exactement. Enfin, pas votre site, pas de votre à vous. Mais notre site. Notre site. Les résultats sur plusieurs jours, on voit une différence sensible se créer en fait entre la position réelle de l'ouragan et celui prévu par les différents modèles en dehors de celui de Google. Alors, la question, Sylvain, que tout le monde se pose, qu'est-ce qui explique ces résultats ? Alors, pour le chercheur, à l'origine de ces résultats, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le plan d'économie imposé par Elon Musk et son DOGE, le département pour l'efficacité gouvernementale, depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump, qui a vu de nombreux spécialistes en météorologie être licenciés du jour au lendemain. Et le second, c'est que le modèle de Google est uniquement basé sur l'intelligence artificielle. Et donc, en tant qu'IA, forcément, le modèle, il peut donc apprendre de ses erreurs et se corriger en temps réel. A contrario, les modèles utilisés par les agences et prévisionnistes du monde entier, elles se basent sur des données physiques étudiées par des humains, avec les risques que l'on constate aujourd'hui d'ailleurs. Alors c'est une belle victoire pour Google, forcément, on le disait en introduction, qui cherche depuis très longtemps à s'imposer dans le domaine des modèles IA dédiés à la météo. En France, si Météo France, effectivement, ils utilisent de l'IA comme ils l'avaient confirmé, il s'agit d'un modèle développé uniquement en interne et systématiquement vérifié par des humains.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment fiable? C'est ça la question. Alors, malheureusement, effectivement, en fait, on voit que le modèle d'IA fonctionne très mal à plus 7 jours. Ouais, donc, effectivement, si vous allez sur le site de Météo France, vous verrez, ne faites pas confiance aux prévisions sur 7 jours. Par contre, effectivement, les résultats qui sont démontrés à plus 1 ou plus de jours, ils sont vérifiés par des humains, et donc là, c'est quand même plus efficace. Passionnant tout ça. Si vous voulez en savoir plus, direction le site de Tech & Co. Avec le graphique qui va tout vous expliquer. Merci beaucoup Sylvain Trinel. 20h48, allez, on va parler cloud avec un acteur majeur dans ce domaine, c'est AWS, et on va parler du programme Accelerator. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Voilà, pour parler de ce programme d'accompagnement des startups d'AWS, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Grouès, qui est le directeur général d'AWS France. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Toujours un plaisir de vous recevoir, AWS France et Europe du Sud. Vous en êtes le directeur général. Et j'accueille aussi Fanny Jolin. Bonsoir Fanny. Enchantée. Vous êtes enchantée et vous êtes PDG fondatrice d'Oracle Oncology, puisque effectivement on va parler beaucoup de MedTech. Peut-être Julien, un mot. Alors on ne va pas représenter encore une fois AWS qu'on connaît tous. Ce qui est intéressant, c'est ce programme d'intelligence artificielle générative avec le AWS Generative AI Accelerator. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors c'est un programme qu'on a conçu pour accompagner les startups qui utilisent l'AI générative pour créer de nouveaux business, pour créer de nouveaux services et pour résoudre des problèmes que jusque-là, on n'arrivait pas à résoudre. Donc, on a lancé cet incubateur l'année dernière. Il y a eu une première promotion de start-up l'année dernière avec 3 entreprises françaises. Cette année, c'est la deuxième. Sur 40. Sur 40, oui. Bon, c'est pas mal. C'est bien. Et cette année, pareil. Donc, de nouveau, 40 entreprises sélectionnées dans le monde, dont 3 entreprises françaises et donc dont Oracle Oncology. Et ça montre quand même le fantastique dynamisme des startups et des entreprises en France dans l'utilisation de l'IA pour transformer ce qui se passe dans le monde. Alors après, ces startups seront récompensées avec $1 million en crédit AWS. Oui. Ce qui permet quand même de se mettre bien le pied à l'étrier et un accès privilégié à des experts pour développer leurs solutions en IA. C'est un programme important pour AWS? Oui, c'est important. Depuis le début, depuis la conception d'AWS, on a toujours été très présent au niveau des startups pour les accompagner, pour les aider. C'est là où on voit les grandes entreprises de demain. Donc les startups dans le monde entier nous font confiance, mais aussi les entreprises. Et ça permet de créer cet écosystème, de les aider à se développer, que ce soit en France ou ailleurs. Et effectivement, aujourd'hui, dans le domaine de l'IA générative, il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, vous investissez beaucoup d'argent dans tout cela parce que c'est la course aux processeurs, aux GPU, etc., etc. Je crois que même vous avez développé vos propres GPU. Tout à fait, c'est ça, hein? Donc là, on a lancé notamment le projet, ce qu'on appelle le projet Régnier, qui est un super ordinateur et un super serveur. Aujourd'hui, il y a 500 000 puces Trainium 2. On va passer bientôt à 1 million, donc c'est un des plus gros. Et Trainium 2, ce sont vos puces. Ce sont nos puces, oui. Et ça permet. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps d'NVIDIA, mais en fait, il y a des alternatives aux GPU d'NVIDIA. Alors, on travaille aussi énormément avec NVIDIA et qui sont des puces extrêmement puissantes, extrêmement utilisées. Mais effectivement, il y a des alternatives, on va dire des puces qui sont dédiées à certaines tâches, c'est ça? Exactement. Donc nous, avec ces puces et notamment ce supercalculateur, mais aussi nos autres serveurs de compute, ça permet à nos clients de l'utiliser et pour la formation des modèles, le training, et pour l'inférence aussi. Et c'est pour ça que ce supercalculateur Régnier est utilisé notamment par Anthropic pour la formation de leurs modèles. On a le plaisir donc de recevoir Fanny Jolin, qui est PDG fondatrice d'Oracle Oncology, qui fait partie donc de ce programme AWS Generative AI Accelerator. Oracle Oncology, Fanny, que vous avez fondé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Donc c'est une start-up qui est une spin-off de l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et qui a pour but d'adresser les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le développement du médicament. Donc il faut savoir que le cancer, c'est un fléau. On sait, c'est 20 millions de nouveaux patients par an. L'incidence ne fait qu'augmenter. Ça veut dire 30 millions de nouveaux patients par an en 2040. Là, vous parlez au niveau mondial? Au niveau mondial. Et donc, on a un arsenal thérapeutique qui n'est pas du tout à la hauteur de cet enjeu. Il faut arriver à déployer plus de médicaments pour les médecins pour qu'on arrive à traiter ces patients. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour développer un médicament qui passe toutes les fourches codines en fait de la réglementation, ça prend 5, 10 ans, 15 ans. Exactement. Ça prend en moyenne 10 ans. Ça coûte 1 milliard, voire 2 milliards. Et en fait,
au bout de ça, il y a seulement 4% des candidats médicaments qui vont arriver auprès des patients. Donc il y a un taux d'échec phénoménal en dépit de l'investissement en temps et de l'investissement financier. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui ne sert à rien. Exactement. Et en plus, finalement, la promesse est pauvre. Exactement. Donc en fait, pourquoi ? Principalement parce qu'il n'y a pas vraiment de technologie qui permette de faire les arbitrages et de prendre les bonnes décisions à chacune de ces étapes tout au long de ces 10 ans. Et donc l'ambition d'Oracle, c'est de construire une plateforme TechBio qui va permettre de faire les bons arbitrages. Donc Oracle, c'est un petit peu l'idée de la boule de cristal, sauf que derrière, il y a de la science et de la technologie. On a l'intersection de l'IA, des data et de la biologie. Et d'arriver à anticiper les résultats d'un candidat médicament sur un segment de patients d'intérêt, de façon à prendre les bonnes décisions, designer les essais cliniques de la façon dont il faut. Et donc l'ambition chez Oracle, c'est d'amener 10 fois plus de médicaments auprès des patients et aussi de limiter les dépenses dans le développement de ces médicaments, parce qu'aujourd'hui, en fait, les coûts des traitements sont de plus en plus onéreux. Et donc, en fait, ça menace l'équité d'accès aux soins. Et donc, notre but, c'est 10 fois plus de médicaments et de réduire les coûts par 2, de façon à ce que tout le monde puisse être soigné quand il, malheureusement, déclenchera une maladie. On sait que ça arrive beaucoup autour de nous. Voilà, on touche du bois pour que ce ne soit pas nous, voilà. Quand même. Juste une question, enfin, une affirmation et une constatation. Vous avez 2 ans, vous avez déjà levé 15 millions d'euros auprès de Singular et de Speed Invest, plus de 20 collaborateurs. Donc, c'est votre modèle est en train d'être mis en place. Comment l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de ça avec Julien ce soir, bouleverse en fait votre activité ? Oui, bien sûr. En fait, je pense que la complexité de ce qui est adressé dans la compréhension de l'oncologie et justement d'amener des médicaments de façon plus efficace auprès des patients, elle ne pouvait pas être comprise avec les sciences dont qu'on maîtrisait. Exactement. Et donc l'IA nous permet d'aller décoder en fait cette information biologique qui est à la fois très complexe, mais aussi très hétérogène. Et donc, en fait, il faut maîtriser des larges données de patients avec des stacks de data qui sont immenses. Et en fait, sans l'IA, on n'y est pas arrivé. Donc, aujourd'hui, on pense que c'est vraiment la rupture technologique qui va nous permettre de comprendre la biologie des tumeurs et du coup, d'arriver à développer des médicaments qui vont soigner tous les patients et plus rapidement. Ou est-ce qu'on aura toujours, sera toujours dans ce délai de 10 ans ? Non, alors là, en fait, il y a un ensemble d'entreprises qui adressent ce sujet-là et on voit que les premiers médicaments qui ont été développés par IA peuvent être accélérés par 3 ou 4 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement d'une nouvelle molécule jusqu'à l'entrée en clinique, ça pouvait prendre 4 à 5 ans. Et il y a des entreprises qui sont capables de faire ça en 18 mois aujourd'hui grâce à l'IA. Ça, c'est un sujet un petit peu différent qui est le développement de la molécule. Nous, on intervient plutôt une fois que la molécule est développée. Comment est-ce qu'on s'assure en fait, qu'on va arriver à l'amener en clinique pour qu'elle puisse soigner des patients et ne pas tomber, comme vous disiez, dans les fourches codines de la perversité du développement de. On parlait juste avant avec nos précédents invités, peut-être l'avez-vous entendu, de jumeaux numériques. Oui. J'imagine que ça aussi, c'est on va dire une étape et un espoir important aussi. Bien sûr. Alors, donc je suis complètement d'accord. C'est vraiment quelque chose qu'on intègre chez Oracle. Mais en fait, au cœur de notre plateforme, il y a une collection d'avatars de patients atteints de cancer. On a complètement intégré la dimension numérique, mais nous, on pense que ce qui est fondamental, c'est d'avoir un avatar biologique aussi, parce qu'en fait, il y a une complexité qui est codée par la biologie qui n'est pas intégrée dans les datas. Et donc, en fait, chaque avatar chez Oracle a une dimension numérique et une dimension biologique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les performances, donc on arrive à prédire 88% des résultats aujourd'hui, rien qu'après 2 ans après création de l'entreprise. Et en fait, on voit que c'est la biologie qui augmente par 2 en fait, la performance de nos prédictions. Merci beaucoup. Fanny, le mot de la fin pour vous. Julien, bon, évidemment, c'est plein d'espoir et c'est formidable. Il y a 2 autres startups qui participent, en tout cas françaises, qui participent à ce programme. C'est Letria et Passway, c'est ça ? Passway, exactement. Et qui font aussi, eux, dans d'autres domaines, hein, plutôt dans l'infrastructure et puis ensuite dans l'agentique, qui travaillent sur ces domaines-là. Donc les startups couvrent un domaine assez large. On voit là aujourd'hui, notamment dans l'agentique, que c'est en train de révolutionner le monde dans l'entreprise, puisqu'on passe des systèmes qui informent à des systèmes qui analysent, qui peuvent prendre des décisions et qui agissent. Et on voit un engouement aussi sur ces technologies-là qui vont transformer la manière dont on travaille.
Très bien. Et donc, vous l'avez bien compris, AWS héberge en fait Oracle Oncology. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par le plateau de Tech & Co. Merci Fanny Jolin, PDG fondatrice d'Oracle Oncology. Merci à Julien Grouès, directeur général de AWS France et Europe du Sud, pour terminer ce Tech & Co. Et cette semaine d'ailleurs, on a été ravis de passer ces 4 jours en votre compagnie. On sera là bien évidemment dès lundi. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour De quoi je me mail, votre rendez-vous tech du week-end sur la chaîne Tech & Co, mais aussi sur BFM Business. Très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.